Voici le programme de la réunion de 14h30 à 15h30. Alors, on va commencer avec la disponibilité pour convenance personnelle. On va faire un point sur notre nouveau contrat d'action sociale et aussi sur le droit de grève. Alors, j'aurai tout d'abord quelques infos diverses à vous faire passer. Je vous rappelle tout simplement que pour nous poser des questions, c'est tout au long de la réunion via le chat qui est disponible sur Lifesize. Donc tout simplement, vous nous posez des questions, on les lit, on y répond ou bien à voix haute ou bien directement sur le chat. Donc n'hésitez pas à bien vérifier. Alors, dans mes petites infos diverses à faire passer, donc d'abord du pôle contrat cadre pour l'assurance statutaire pour les collectivités adhérentes au contrat en 2022. Il faut penser à déclarer vos bases de l'assurance dès maintenant. Si ce n'est pas encore fait, il est encore temps. S'il y a le moindre doute sur ce qu'il y a à faire, contactez le pôle contrat cadre. Petite info médecine préventive. Alors, on avait mis cette info sur notre site internet, mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu passer, un petit rappel. Pendant le suivi médico-professionnel, donc tout agent est tenu de se rendre à sa visite médicale auprès du médecin de travail et ou à l'entretien mené par l'infirmière de santé au travail du CDG. Donc, en fait, tout simplement, il appartient à la collectivité de s'assurer que tout agent convoqué se présente au rendez-vous programmé. Donc, on a fait une petite notice à ce sujet sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Je pourrais également vous mettre le lien en chat du coup pour pouvoir aller la télécharger. Au niveau de l'apprentissage, donc Aurélie Mathieu nous informe en fait que les collectivités ont jusqu'au 17 mars pas plus loin, pour exprimer leurs besoins en recrutement sur l'enquête de recensement du coup des besoins du CNFPT. Si vous êtes intéressé pour recruter un apprenti et que vous ne faites pas ce recensement, vous n'aurez pas de financement de la part du CNFPT. Donc, vous pouvez exprimer vos besoins, même si vous n'êtes pas sûr en fait de vouloir quelqu'un en apprentissage. Il vaut mieux déclarer trop que pas assez. Voilà. Et enfin, une dernière toute petite phrase du coup avant de commencer avec la disponibilité, c'est au sujet de la campagne de promotion interne et des avancements de grade. C'est parti, les campagnes sont lancées sur Agir. Voilà. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à contacter les pôles et services dédiés par rapport à toutes ces informations ou bien à poser des questions dans le chat. Et du coup, je me ferai un plaisir de passer les informations à mes collègues. Donc, je vais laisser la parole à Sandy Fellman, donc, qui va nous faire un point sur la disponibilité pour convenance personnelle. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Bon, donc, alors, on va faire un point sur la disponibilité pour convenance personnelle. Donc, elle est encadrée à la fois par le Code général de la fonction publique et par le décret numéro 86-68 du 13 janvier 1986. Donc, c'est surtout ces deux références qui encadrent la disponibilité. Donc, c'est l'une des 4 positions statutaires qui est prévue par l'article L511-1 du Code général de la fonction publique. Donc, elle est définie, il y a une définition. Donc, c'est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite. Donc, il existe 3 sortes de disponibilité. Disponibilité de droit, sur demande ou d'office. Donc, ici, on va se focaliser sur la disponibilité pour convenance personnelle, qui est une disponibilité sur demande. Donc, ça concerne seulement les fonctionnaires titulaires. Elle est réalisée sur demande des fonctionnaires titulaires et sous réserve des nécessités de service. Donc, c'est l'autorité territoriale qui prononce une décision de disponibilité, qui est matérialisée par la prise d'un arrêté, qui indique donc le type de disponibilité, les dates de début et de fin, les conditions de réintégration et de renouvellement. L'autorité territoriale ne peut s'opposer à la disponibilité pour convenance personnelle que pour nécessité de service, ou s'il y a eu un avis rendu par la haute autorité pour la transparence de la vie publique en cas d'activité pendant la disponibilité pour convenance personnelle. L'autorité territoriale peut imposer un préavis maximum de 3 mois et le silence gardé par l'administration pendant 2 mois vaut acceptation de la disponibilité. Donc la disponibilité pour convenance personnelle est d'une durée maximale de 5 ans. Elle est renouvelable
dans la limite d'une durée maximale de 10 ans sur l'ensemble de la carrière, mais il y a une nécessité de réintégrer la collectivité ou la fonction publique, en tout cas, pendant au moins 18 mois après une première période de 5 ans pour bénéficier d'une nouvelle période de 5 ans. Ça concerne les disponibilités qui sont présentées à compter du 29 mars 2019. Donc ça veut dire que les disponibilités qui étaient accordées avant cette date sont exclues du calcul des 5 ans qui nécessitent une réintégration, mais sont bien comptabilisées dans les 10 ans de disponibilité pour convenance personnelle possible. Concernant les agents à temps non complet, la disponibilité doit concerner tous les emplois et toutes les collectivités. Donc la situation de l'agent pendant la disponibilité pour convenance personnelle, il ne bénéficie plus des droits à l'avancement et la période de disponibilité n'est pas comptée dans les services effectifs. Donc ça, c'est le principe. Mais il y a une exception pour les disponibilités qui débutent ou qui ont été renouvelées à compter du 7 septembre 2018. Pour les agents qui exercent une activité professionnelle, il y a la possibilité de conserver des droits à l'avancement et d'échelon et de grade pendant une durée maximale de 5 ans. Et cette période sera assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emploi. Pour ça, il y a des conditions. Donc, par exemple, pour une activité salariée, il faut travailler au moins 600 heures par an pour bénéficier du maintien de ces droits à l'avancement et à l'échelon. Il y a d'autres conditions pour l'activité des indépendantes, c'est un revenu minimum. Par contre, il n'y a pas de conditions en cas de création ou reprise d'entreprise. Donc, pour bénéficier du maintien de ces droits à l'avancement, l'agent doit transmettre des pièces justificatives chaque année à une date déterminée par l'autorité territoriale ou au plus tard le 1er janvier de chaque année. Donc les pièces justificatives demandées sont fixées par l'arrêté du 19 juin 2019. Par exemple, pour un fonctionnaire qui exerce une activité salariée, on va lui demander ses bulletins de salaire et également une copie de son ou de ses contrats de travail qui permettent de justifier de l'activité. Donc, pendant la disponibilité pour convenance personnelle, l'agent ne peut pas se présenter à un concours interne, il ne peut pas bénéficier de congés statutaires, il n'est pas rémunéré et il perd également ses droits à la retraite pendant cette période. Il peut exercer une autre activité professionnelle, sous réserve que celle-ci ne soit pas contraire aux règles de déontologie. Il ne peut pas être recruté en tant qu'agent contractuel dans sa collectivité, mais rien n'empêche à ce qu'il soit recruté en tant qu'agent contractuel dans une autre collectivité. Donc, concernant la réintégration après une disponibilité pour convenance personnelle, si la disponibilité a duré plus de 3 mois, l'agent doit demander le renouvellement ou la réintégration au moins 3 mois avant la fin de la disponibilité. S'il ne demande pas ni à renouveler ni à réintégrer, donc 2 possibilités, soit on le maintient de fait en disponibilité, soit on engage une procédure de radiation des cadres en suivant la procédure d'abandon de poste, donc avec une mise en demeure de l'agent de justifier de son absence ou de réintégrer la collectivité à une date déterminée en tenant compte des délais postaux pour le recommander. Donc, il y avait également dans les conditions de réintégration une condition d'aptitude physique. Donc, si l'agent est apte à reprendre un emploi, il y a un droit à réintégration qui a été défini par la jurisprudence et la réintégration doit être effectuée dans un délai raisonnable. Donc, il doit être réintégré dans tout emploi correspondant au grade et c'est possible également d'être réintégré par le biais d'une mutation dans une autre collectivité. S'il n'y a pas de poste vacant dans la collectivité est tenue de saisir le CNFPT ou le CDG pour qu'il lui propose des postes disponibles. Lorsque l'agent demande à réintégrer en cours de disponibilité, et s'il n'y a pas de poste vacant, il est maintenu en disponibilité dans l'attente qu'un poste lui soit proposé. Alors ensuite, concernant les conditions de réintégration, il faut distinguer si la disponibilité a duré plus ou moins de 3 ans. Si la disponibilité a duré moins de 3 ans, la collectivité doit lui proposer l'une des 3 premières vacances. La réintégration doit être faite lors d'une 3 premières vacances d'emploi et c'est obligatoirement réintégré au bout de la 3e, s'il n'a pas été réintégré sur les 2 premières vacances d'emploi. Dans l'attente, il est maintenu en disponibilité. Et concernant les disponibilités de plus de 3 ans, il n'y a aucune disposition expresse. Si la réintégration n'est pas possible immédiatement, il est maintenu en disponibilité.
Toutefois, la réintégration doit avoir lieu dans un délai raisonnable. Donc, en fonction de la taille de la collectivité et du nombre d'emplois dans la collectivité, le délai raisonnable va varier en tout cas. Si l'agent y refuse 3 postes qui lui ont été proposés, il y a une possibilité de licenciement après avis de la CAP. Et si l'agent a été déclaré inapte, il est soit reclassé, soit mis en disponibilité d'office pour inaptitude physique, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou s'il n'a pas droit à pension, il serait licencié. Donc, s'il n'y a pas de poste vacant dans la collectivité, le fonctionnaire qui est maintenu en disponibilité est considéré comme involontairement privé d'emploi. Il pourrait donc bénéficier des allocations chômage. En revanche, l'agent qui aurait refusé un emploi qui correspondrait à son statut et à son cadre d'emploi, il ne pourrait pas, lui, être considéré comme involontairement privé d'emploi. L'agent pourra toujours demander la saisie de la commission administrative paritaire en cas de litige avec ces collectivités, que ce soit si la disponibilité a été refusée ou en cas de litige au moment de la réintégration. Si vous voulez, ça marche. Merci Sandy. Alors il y a une question qui a été posée, qui a déjà été répondue par Venenzio. Je vais peut-être la lire à voix haute quand même. La collectivité est-elle tenue de demander à l'agent en dispo les justificatifs lui permettant de conserver ses droits à l'avancement? Et la réponse c'est que c'est à l'agent en fait que revient la charge de transmettre ces infos, condition sans laquelle il ne peut par principe pas bénéficier de cette disposition. Une autre question de Madame François. Au bout des 5 ans de disponibilité, faut-il contacter l'agent afin de le radier définitivement des effectifs ou bien quel justificatif faut-il? Oui, il faudra contacter l'agent pour savoir s'il souhaite, s'il souhaite réintégrer éventuellement la collectivité. Parce que c'est possible qu'il demande à réintégrer la collectivité, pas forcément à démissionner. Ça marche. Merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas à la poser. On pourrait y revenir, on pourrait y répondre directement dans le chat également si besoin. On va passer à présent au deuxième sujet, c'est-à-dire notre nouveau contrat d'action sociale. On va du coup à présent laisser la main à Océane. Bonjour Océane. Bonjour à tous. Alors, idem que pour Sandy, je vais déjà essayer de vous partager mon écran. Hop. Si ça veut bien. Ça fonctionne du coup? Alors, j'entends pas de réponse. Je sais pas si c'est normal. On voit, mais ce serait bien que tu zoomes un petit peu, je pense. Ok, ça marche. Ah, c'est parce que du coup, j'ai qu'un seul et unique écran pour tout. Hop, on va faire comme ça. Qu'est-ce que ça donne là? Oui. Non, ça coupe, j'entends rien du tout. Je disais que c'était mieux et qu'on voyait très bien l'écran maintenant. Ok, parfait, merci beaucoup. Alors, c'est parti du coup. Donc, bonjour à tous, je suis Océane Gornet. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis chargée de la mise en place et du suivi du contrat cadre d'action sociale, donc qui aura pour durée l'année 2023 jusqu'à l'année 2026. Donc, il commencera le 1er mars 2023 et se terminera le 31 décembre 2026. C'était une volonté de Monsieur Balland depuis plusieurs années de mettre en place ce dispositif et qui voit donc enfin le jour. Il a été conclu à l'issue d'un appel d'offres qui a été attribué donc le 19 décembre dernier. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les adhésions pourront donc être disponibles à partir du 1er mars et jusqu'au 31/12 et pas plus tôt parce que justement, dû aux dates de l'appel d'offres, on a été un petit peu court en termes de délai. Donc depuis le mois de janvier, nous avons réalisé déjà 7 réunions de présentation du contrat cadre, pendant lesquelles on a détaillé le fonctionnement du contrat, les prestations proposées. En général, ça avait une durée de plutôt 1h30, 2 heures.
Donc là, aujourd'hui, j'ai que 10 à 15 minutes, donc je vais devoir faire très court et restreindre pas mal d'informations. Donc, je vais aller directement à l'essentiel. S'il y a quoi que ce soit comme question complémentaire, il ne faudra pas hésiter à aller directement sur notre site internet CDG+, où il y a la totalité du diaporama qui a été présenté lors des réunions. Et puis, évidemment, je reste à votre disposition par mail et téléphone en cas de besoin. On peut réaliser des entretiens téléphoniques, des rendez-vous, il n'y a pas de souci. Donc concrètement, le contrat cadre se décompose en 2 parties. Il y a la partie que l'on a appelée le pass social avec l'association Plurelia qui délivre donc des prestations d'action sociale que l'on détaillera rapidement juste après. Et donc cette partie-là, je le rappelle, elle est bien à 100% à la charge de l'employeur. Et la deuxième partie que l'on a appelée le pass resto, donc avec l'entreprise Swile, et qui là par contre concerne bien les titres restaurants dématérialisés. Et donc il y a une partie à la charge de l'employeur et une partie à la charge de l'agent. On conseille une répartition à 50% employeur, 50% agent. Là encore, il y a un peu plus de détails à ce niveau-là dans le diaporama de présentation complet. Dans le pass social, nous retrouvons diverses prestations. Donc présentées ici en plusieurs thématiques. Il y a la partie thématique famille, la partie scolarité, budget, et il y a également la partie vacances et loisirs culture. Donc on détaille juste rapidement dans la partie famille. Il y a toutes sortes d'allocations, comme les allocations naissance, carte cadeau de Noël, allocation mariage, permis de conduire, enfin toutes les choses concernant la famille, mais également ce qui concerne la carrière, donc notamment les médailles du travail, etc., les départs en retraite et autres. Donc dans la partie scolarité, je ne veux pas détailler tout ce qui existe, mais on voit qu'il y a plusieurs niveaux de scolarité différents. Une partie budget, notamment avec des prêts à taux zéro, de l'aide exceptionnelle et surtout l'épargne chèque vacances, qui est souvent très attendue et utilisée. Dans la partie vacances, il y a à la fois des allocations spécifiques aux enfants, mais aussi une partie dédiée aux vacances, que ce soit enfants ou adultes. Il n'y a pas de spécificité sur cette dernière allocation qui s'appelle allocation séjour vacances. Donc il n'y a pas que des prestations dédiées aux enfants, il y a bien également des choses pour les adultes. Et donc il nous rappelle qu'ils participent aussi à la fois sur les frais, mais en plus de cela, ils ont négocié des tarifs avec des partenaires. Je crois que je les ai comptés, il y en a à peu près 45 partenaires avec qui on peut faire des réservations de voyage à tarif réduit. Et la dernière partie, donc, qui est la partie loisirs et culture. Donc là, on retrouve des coupons sport, carte culture, chèque up sport et loisirs, mais aussi et surtout la billetterie. Donc elle s'appelle Couleur CE. Elle n'est pas, à chaque fois je le dis, elle n'est pas très mise en avant, mais pourtant elle est assez intéressante puisqu'il y a une enveloppe de 60 € à la disposition de chaque agent qui peut utiliser pour payer des billets de concert, des tickets cinéma, etc. Concernant les tarifs de ce que propose Plurelia dans le pass social, donc on a plusieurs tarifs qui s'étendent de 96,03 € à 290,03 €. Ce sont bien des tarifs forfaitaires à l'année et par agent. Donc c'est bien ce montant-là que la collectivité, en tout cas l'employeur, doit payer à 100%. Pour ce qui concerne les frais de gestion, ce sont bien les frais de gestion dédiés au centre de gestion et donc qui sont à payer directement au CDG. Il y a bien la facturation qui sera dissociée entre la cotisation pour Plurelia et les frais de gestion pour le centre de gestion. Donc, qui sont à 13 €, également un forfait par an et par agent. 3 autres informations très importantes que je note toujours en rouge et en couleur pour que ce soit bien connu de chacun. Premièrement, chaque formule ouvre bien droit à toutes les prestations que l'on a pu voir juste avant. Seul le montant de ces prestations varie en fonction de la formule choisie. Deuxième point, la collectivité doit retenir une seule et unique formule pour tous ses agents. Elle ne peut pas attitrer la formule numéro 1, par exemple, à 5 agents, la formule 3 aux 10 autres agents, etc. C'est vraiment une seule et unique formule pour toute l'année, pour tous ses agents.
Et donc justement, troisième point, lorsque la collectivité adhère, elle adhère pour une seule formule pendant l'année civile et en fin d'année, elle peut redélibérer et choisir une autre formule qui prendra effet le 1er janvier de l'année suivante et donc commencera une nouvelle année avec la nouvelle formule. Grâce à l'appel d'offres, on a réussi à négocier plusieurs avantages qui ne se font pas lorsque Plurelia travaille en direct et qui d'ailleurs ne se font pas beaucoup auprès d'autres prestataires non plus. Le premier avantage, c'est une réduction de tarifs, donc de 3%. C'est pour ça que sur les tarifs indiqués tout à l'heure, on a des 96,03 avec des centimes, etc. C'est parce qu'on a eu une réduction. Et c'est aussi pour ça que les tarifs affichés dans les fiches avantages qui se trouvent sur le CDG+, sont différents de ce que l'on a aujourd'hui dans ce tableau et qui sont présents dans le flyer, dans les délibérations, le modèle de délibération, etc. qu'on a noté. Donc il faut bien prendre en compte le tarif affiché dans le flyer de présentation et dans le modèle de délibération qu'on a mis à disposition. Voilà, les tarifs affichés par Plurelia sur les fiches avantages ne sont pas corrects et ne s'adressent pas à nous. Le deuxième point négocié, c'est une réduction pour toutes les collectivités qui adhéreraient après le 1er septembre. On prend en considération que la collectivité et ses agents n'utiliseront pas la totalité des prestations une fois adhérés après le 1er septembre. Donc, il y a eu une réduction de 35%. Donc, c'est valable pour les collectivités qui adhéreraient après le 1er septembre. Et c'est valable aussi pour les agents qui rejoindraient une collectivité en cours d'année et qui donc seraient ajoutés aux effectifs en cours d'année. Et enfin, le troisième point négocié, qui est le point presque le plus important, c'est une restitution de cotisation en cas de sous-utilisation du contrat. Aujourd'hui, dans la plupart des contrats mis en place avec d'autres partenaires, il semblerait que le contrat soit mis en place et puis les agents ne l'utilisent pas et puis du coup le prestataire bénéficie de 100% des cotisations, peu importe que les agents utilisent ou pas. Et d'ailleurs, ils ont tout intérêt à ce que les agents n'utilisent pas. Donc ce qu'on a souhaité, c'est vraiment faire vivre le contrat et que les agents en bénéficient au maximum. Mais en cas de sous-utilisation, donc par exemple une utilisation inférieure à 60%, l'ensemble des collectivités récupérerait 10% de la cotisation. Donc c'est assez complexe, donc je prends le temps de donner un exemple concret. Donc admettons, au niveau du dispositif du contrat cadre complet, global, si l'ensemble des collectivités adhérentes versent 10 000 € de cotisation, mais que à la fin de l'année, l'ensemble des agents bénéficiaires n'ont réclamé que 5 000 € de prestations, on est bien à 50% d'utilisation de la cotisation. Et donc, l'ensemble des collectivités qui ont rejoint le contrat cadre récupéreront 10% de cotisation basée sur leur cotisation de l'année dernière, forcément. Donc ça, c'est un point très important. S'il y a des questions ou que ce n'est pas très clair, il ne faut surtout pas hésiter à les noter juste à côté. J'y répondrai juste après. Donc voilà sur les principaux avantages négociés dans le pass social. Au niveau du pass resto, donc on retrouve l'entreprise, on retrouve les formules qui sont proposées par Swile. Donc là, ce ne sont que des exemples de ce qui est possible de réaliser, puisque finalement, Swile nous indique que c'est totalement à la carte. Donc il y a des collectivités qui ont opté pour le montant de 150 €. Donc 150 €, je le rappelle, c'est bien également un montant à l'année par agent qui est octroyé par la collectivité. Mais si on part du principe qu'il y a une participation à 50% employeur, 50% agent, sur cet exemple de 150 €, l'employeur n'en donnera que 75 et l'agent en donnera également 75. Donc ça, ce sont les montants versés à Swile. Et à côté, il y a encore une fois les frais de gestion au centre de gestion qui sont également un forfait à l'année par agent, donc de 5 € pour ce pass resto. Donc j'insiste bien que c'est vraiment à la carte. Il y a des collectivités qui ont l'intention de délibérer pour 10 titres par mois, d'autres vont délibérer pour 50 titres à l'année, d'autres, vraiment tout est à la carte. Et à la fois le taux de participation employeur. Là, on donne un exemple de 50%, 50% parce que c'est assez pratique à calculer et pour des raisons
comment dire, des raisons fiscales aussi pour éviter d'être chargé sur les cotisations de sécurité sociale, etc. Il y a beaucoup de fourchettes à respecter à la fois sur la valeur du titre et sur la participation employeur. Donc avec cette partie de 50%, 50% et une valeur de titre à 10 €, on est sûr d'être dans les clous. Mais là encore, si besoin de rentrer plus dans le détail, on pourra le faire en parallèle. Petit exemple aussi de comment utiliser la carte Swile. Donc on a une application qui est mise à disposition avec la carte de titre restaurant. Donc c'est vrai que je l'ai dit rapidement tout à l'heure, ce sont bien des titres restaurants dématérialisés. Ce sera vraiment un solde affecté sur cette carte, un peu comme une carte bancaire finalement. Et donc on pourra utiliser la carte sur des TPE en sans contact avec son téléphone et suivre l'état des consommations, le solde restant, etc. en temps réel depuis l'application mobile. Il y a tout un tas d'autres fonctionnalités sur l'application, mais là encore, j'ai pas vraiment le temps de tout détailler. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez simple à utiliser et puis vraiment pratique. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fonction du montant alloué, effectivement, j'ai souvent la question, il sera possible de prélever sur le salaire des agents en une ou plusieurs fois la participation agent, justement. C'est une question assez récurrente, donc je tiens à le préciser maintenant, il n'y a pas de souci. La collectivité décide de réaliser le prélèvement sur salaire en une fois ou plusieurs fois. Bon, c'est sûr que si c'est une seule fois 50 € pour l'année, peut-être que c'est réalisable. Après, si on commence à avoir des sommes dans les 200, 300 € ou autres, enfin bref, tout est faisable, que ce soit en mensuel, en trimestriel, en une fois ou pas. Ensuite, je voulais également vous rappeler les avantages, encore une fois, négociés grâce à l'appel d'offres, donc cette fois avec l'entreprise Swile pour les différents services. Donc la première chose importante, c'est de savoir que lorsque la collectivité adhérera, la automatiquement au domicile de l'agent bénéficiaire. La collectivité aura saisi ses agents bénéficiaires avec le nombre de titres alloués, etc. Et dès cet enregistrement-là, les agents recevront directement chez eux la carte de titre restaurant. Personne n'aura rien à gérer à ce niveau-là et surtout, ça n'est pas facturé. Il y a également une petite plateforme d'échange entre collègues et de cagnotte en ligne depuis l'application. Ça, c'était un petit plus qu'on a obtenu gratuitement également. On a aussi pu obtenir le renvoi d'une carte gratuitement en cas de perte ou de vol de la carte. Donc ça, c'est aussi un petit point positif parce qu'en général, ce sont tous des frais qui viennent s'ajouter en supplément et qui font que voilà, le dispositif devient de moins en moins intéressant. Mais là, pour le coup, tout est gratuit, donc c'est assez intéressant. Il y a également un accès à une billetterie en ligne. Je vous avoue que je n'ai pas encore été consulter ce qu'il y a dessus, donc je ne sais pas ce qui est exactement mis à disposition. Mais en tout cas, ça a le bénéfice d'exister et d'être là. Et enfin, la dernière partie, c'est le tarif d'une deuxième carte active à 2 € au lieu de 7 €. Ça, c'est surtout utile si un agent souhaite donner une carte de titre restaurant à son conjoint ou à son enfant pour qu'il puisse se restaurer le midi. Alors évidemment, le solde que l'on a vu tout à l'heure est réparti, hein, il n'est pas infini, il doit bien être utilisé et réparti sur les deux cartes. Donc les deux puissent dans le même solde, dans le même compte commun finalement. Mais en tout cas, les deux peuvent être utilisés en même temps, la même journée. Il n'y a pas de problème. Il faut juste respecter également le seuil de 25 € par jour. Ça, c'est la réglementation qui dit qu'un agent, enfin, qu'une personne ne peut pas utiliser plus de 25 € de titre restaurant par jour. Donc tant que ça c'est respecté, ensuite les deux cartes peuvent être utilisées en même temps. Donc voilà pour la présentation des passes. Je souhaiterais aussi faire un petit focus sur le rôle du centre de gestion parce qu'on a aussi beaucoup de questions au niveau des frais. On a évidemment des frais au niveau du dispositif, donc les frais revenant au centre de gestion qui sont justifiés par ce que vous pouvez voir là. Donc il y a déjà toute la partie présentation de l'offre.
Il y a également toute la partie gestion et suivi des adhésions, résiliation, via un portail d'application qui a quand même été créé entièrement par nos services internes, donc notre service informatique qui a bien planché sur le sujet et qui a mis du coup à disposition tout un logiciel pour réaliser les adhésions et faire suivre ensuite en prestataire respectifs les adhésions récoltées. Il y a également tout un accompagnement des référents des collectivités. Donc oui, il y aura encore besoin d'un référent au sein de chaque collectivité pour réaliser un petit peu le gestion, les mouvements d'agents, le suivi de consommation, des facturations, etc. Mais encore une fois, on sera là pour vous aider dans l'utilisation et la gestion du suivi aussi du contrat. Tout ce qui est également faciliter les relations avec les prestataires en cas de litige. On est quand même porteur du contrat, donc s'il y a quoi que ce soit comme litige avec l'un ou l'autre des prestataires, on sera là pour aider la collectivité à s'en sortir et avoir gain de cause. Ensuite, il y a toute la partie information des agents pendant la durée du contrat. On a eu un retour dans les questionnaires envoyés aux collectivités que le gros problème était que les agents n'utilisaient pas ce qu'ils avaient à leur disposition. Donc ça va être notre gros cheval de bataille, c'est vraiment d'axer un maximum notre communication auprès des agents pour les aider à l'utilisation. Et comme déjà indiqué lors des réunions d'information, s'il faut venir au sein d'une collectivité pour présenter les prestations, aider à l'utilisation, montrer les procédures, etc., on le fera, il n'y a pas de souci. S'il faut que ça passe par là pour que les agents bénéficient, on le fera. Et enfin, le dernier point, c'est le pilotage du contrat. Tel qu'on peut le faire aujourd'hui en termes d'assurance mutuelle santé ou prévoyance, on vérifie l'équilibre du contrat. Donc, qu'est-ce qui est utilisé en termes de prestations par les agents par rapport aux cotisations versées. Donc ça, on le fera une fois par an via un comité de pilotage, mais j'aurai également le suivi en direct du contrat cadre, mais également le suivi de chaque collectivité individuellement. Donc si une collectivité est en difficulté, je pourrais le voir et je pourrais surtout cibler cette collectivité et l'aider au maximum dans les démarches et dans l'utilisation. Rapidement, les informations utiles au niveau du contrat cadre, c'est ce qui était rappelé dans le flyer de présentation qui a été envoyé à toutes nos collectivités vosgiennes par courrier et qui en plus est sur notre site internet CDG+. C'est d'abord pourquoi adhérer. Donc pour répondre à l'obligation réglementaire, il y a quand même, je le rappelle, une loi 19 février 2007 qui oblige les collectivités à inscrire un budget d'action sociale à leur budget justement. Donc ça, c'est pas toujours respecté, mais c'est bien une obligation. Ensuite, c'est de proposer des prestations de qualité à tarif négocié aux agents, informer justement les agents et les aider à utiliser les prestations à leur disposition. Comme on a vu tout à l'heure, accompagner les référents et également réaliser donc le comité de pilotage et contrôler l'équilibre financier et auquel cas suivre les restitutions de cotisations qui devront en découler au cas où. Pour qui adhérer? Donc déjà, le contrat s'adresse à toutes les collectivités vosgiennes, qu'elles soient affiliées ou non au CDG. Et ensuite, le contrat s'adresse donc à tous les agents, quel que soit leur statut, que ce soit des contractuels, des contrats aidés, les stagiaires, les titulaires, enfin tous, avec ou sans ancienneté, ça après ce sera à la collectivité de délibérer, de choisir d'une éventuelle ancienneté pour pouvoir allouer les prestations ensuite. Que choisir? Eh bien ça c'est tout simplement pour vous dire qu'il n'y a pas d'obligation de choisir les deux passes. La collectivité a le choix de retenir soit uniquement le pass social, soit uniquement le pass resto. Juste à savoir, en cas d'adhésion auprès des deux passes, il y aura une réduction des frais de gestion. Donc au lieu d'ajouter les 13 € pour le pass social de frais de gestion et les 5 € de frais de gestion du pass resto, qui sont censés faire 18 €, il y aura 16 € de frais de gestion pour l'ensemble. Comment adhérer? Là, j'ai essayé de faire aussi rapide parce qu'il y a tout un dispositif, mais encore une fois, tout est à disposition sur notre site internet. La première chose à faire, c'est de bien mettre à jour les effectifs dans Agir. Ça, c'est un point important parce qu'on utilisera régulièrement les effectifs. Ensuite, normalement, dans l'ordre des choses, c'est de réaliser la saisine du comité social territorial. Donc, c'est ce qui remplace le comité technique depuis le 1er janvier 2023.
En deuxième partie, prendre une délibération d'adhésion. Ensuite, compléter le bulletin d'adhésion spécifique pour le pass social de Plurelia. Également signer les conventions de gestion tripartite. Donc là, il y en a une pour la pass sociale et une pour le pass resto. Donc en cas d'adhésion aux deux passes, il faut bien signer et compléter les deux conventions de gestion. Et ensuite, compléter le tableau des bénéficiaires. Donc là encore, spécifique à Plurelia. Concernant Swile, il y aura juste un lien d'enregistrement à nouveau à faire, mais qui se trouvera encore une fois dans notre logiciel, donc qui prendra quelques secondes. Et enfin, donc pour vous rappeler également qu'à la fois le modèle de saisine du CST, le modèle de la délibération d'adhésion, les conventions de gestion, tous sont à disposition sur le site internet CDG+, et en plus en version Word pour qu'elle puisse être facilement modifiable. Donc si vous avez d'autres questions, surtout pas hésiter, je suis à votre disposition. Et sachant également que vont arriver bientôt des foires aux questions sur le site CDG+, encore une fois. Voilà. Merci Océane. Alors du coup, on a quelques petites questions pour toi. Quelques-unes, ça marche. Alors j'avoue que je n'ai pas regardé du coup. Pas trop. Alors la première, le pass social rejoint-il les prestations proposées par le CNAS? Alors oui, effectivement, c'est sensiblement le même catalogue de prestations. Il y a toujours des petites modalités qui sont différentes entre l'une et l'autre. Le gros point de différence, par contre, c'est en termes de tarifs. Plurelia propose quand même 6 tarifs différents. Le CNAS n'en propose qu'un seul et unique avec une seule type de prestation possible, quoi. Ok, très bien. Sur la saisine du CST, comme tu disais, le montant à indiquer pour les titres restaurants, est-ce qu'il est celui de la participation de la commune uniquement ou bien pour la valeur totale des titres? Alors, je ne sais pas si tu réponds à cette question ou si je laisse la parole plutôt au service carrière. Je vous laisse. Oui, alors c'est assez simple pour ma part en tout cas. On est bien parti sur le fait qu'il faut indiquer le montant annuel. Et ensuite, comme il y a l'indication du pourcentage de participation employeur, la déduction se fera automatiquement. Donc, si on part sur une enveloppe de 200 € par an par agent, on considérera bien qu'avec 50% de participation, la part employeur exacte sera de 100 €. Je ne sais pas si je suis claire. Très bien. Ben, on va laisser Madame Allen nous dire si c'est tout bon. Pour les agents intercommunaux, le coût du pass social est-il réparti au prorata du nombre d'heures travaillées dans chaque collectivité? Et aussi, qu'en est-il des frais de gestion du CDG? Oui, alors ça, effectivement, il y a de toute façon une règle, c'est qu'un agent ne peut bénéficier de l'action sociale qu'auprès d'une seule et unique collectivité. Donc pour les agents intercommunaux, il a été convenu qu'une seule et unique collectivité enregistrait cet agent-là comme bénéficiaire, portait donc la charge à la fois de la gestion, des frais de gestion et de la cotisation. Ensuite, s'il y a un commun accord pour répartir la cotisation au prorata du quota horaire, il n'y a pas de problème, il suffit juste évidemment de délibérer, de faire des conventions entre les collectivités. Ok, très bien. Il y en a encore. Hein, les questions tombent du coup pour l'action sociale. Quel est le montant maximal qu'une collectivité peut décider de prendre pour les chèques restaurants? Alors ça, c'est assez simple. Le maximum, c'est un titre par jour travaillé. Donc ensuite, la valeur du titre peut être au maximum de 13 €, mais on conseille 10 € pour des facilités de calcul. Mais au maximum, un par jour travaillé par agent et avec une valeur faciale maximale de 13 €. J'ai une autre question de ce qui se passe en cas d'employeurs multiples. Je pense que ça rejoint la question sur les employés intercommunaux. Donc, tu y as déjà répondu normalement. Madame peut-être le prêtre, si elle a besoin de plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire. Si des agents ne souhaitent pas adhérer, peut-on leur attribuer un montant annuel identique à celui de la cotisation payée aux autres agents pour Plurelia? Et sous quelle modalité de versement cela est-il possible? Alors, on a souvent la question, donc
Un agent a le droit de refuser, effectivement. On a également préparé un courrier officiel que l'agent devra signer, s'engageant pour toute l'année à refuser, parce qu'on on considère qu'il ne faudra pas qu'il refuse 2 mois et puis finalement ensuite se manifeste. Donc, il signe ce document indiquant que pour toute l'année là, il refuse le dispositif Plurelia. Par contre, si la collectivité souhaite mettre en place quelque chose en parallèle pour remplacer, j'ai envie de dire, c'est elle, entre guillemets, qui en décidera. Par contre, ça ne vaudra pas pour Action sociale pour cet agent-là. Ça, c'est sûr, c'est à voir à côté. Par contre, il faut bien sensibiliser cet agent-là en lui disant que peut-être que cette cotisation Plurelia qui est peut-être à 100 €, qui lui serait versée directement sur son salaire, mais avec Plurelia, il peut peut-être en récupérer 200 ou 300 en prestations. Donc, important quand même de sensibiliser l'agent sur ce qu'il peut récupérer comme prestation par rapport à éventuellement juste un versement comme ça en direct. Ok. Des agents qui travaillent uniquement le soir ou uniquement le matin peuvent-ils bénéficier des tickets resto? Hyper compliqué à répondre. on a étudié beaucoup de textes à ce niveau-là, mais ils ne sont pas tous très clairs. Il semblerait que la tendance soit qu'un agent doit forcément travailler une partie avant le déjeuner et une autre partie de travail après le déjeuner. Donc, dans un cas où la journée de travail est terminée à midi ou 13 h, logiquement, il ne peut pas prétendre au titre restaurant. Par contre, si son temps de travail est pendant la durée du déjeuner, c'est vraiment au cas par cas. Il faut qu'on leur voie les quotas horaires, ce qu'il est convenu dans la fiche de poste, etc. Et là, on fait du cas par cas pour essayer de coller au maximum à la réglementation. Ça marche. Je vais poser une dernière question. Si d'autres questions arrivent après, je laisserai du coup à Océane y répondre via le chat ou bien à contacter tout simplement Océane pour vous poser la question. Notre collectivité, donc c'est Madame Arif qui demande, notre collectivité à adhérer au CNAS. La cotisation est au nombre d'adhérents. Qu'en est-il pour le pass social ? Alors oui, le CNAS, c'est ça, c'est un forfait à l'année par agent, donc c'est exactement pareil pour le pass social, c'est en fonction de la formule, donc de 96 à 290 € par an par agent, de la même façon. Par contre, a priori, oui, le CNAS peut faire une réduction en fonction du nombre d'adhérents au sein du contrat. Nous, qu'il y ait 2, 3 ou 100 ou 200 agents, le forfait est le forfait tel qu'il est, il a déjà été négocié, donc il reste tel quel. Ok, ça marche. Donc, il y a encore 2 autres questions qui ont été posées. Je te laisse y répondre dans le chat. Pas de problème. Merci beaucoup. Et puis, on va passer au dernier sujet de notre réunion pour tout savoir. Je rappelle, j'en ai pas parlé au début de la réunion, qu'à 15h30, pour celles et ceux qui sont intéressés, il y aurait donc une session de questions-réponses au sujet de l'installation d'un CST local et d'une formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. On répondra aussi à certaines questions sur le droit syndical, congé et conformation syndicale, les décharges d'activité syndicale, les autorisations spéciales d'absence. Donc, le pôle carrière instance paritaire a préparé des informations sur ce sujet et ensuite une session de questions-réponses sera proposée. Donc, on va passer à présent au dernier sujet qui est le droit de grève. Et pour cela, je laisse la parole à Venenzioviak. Alors oui, avec les derniers mouvements qui ont eu lieu et les prochains qui sont peut-être amenés à arriver, on a fait un point déjà sur le site du centre de gestion, donc je vais rappeler un petit peu les règles en termes d'accès au droit de grève pour les agents publics. Alors savoir qu'il y a une distinction qui est faite déjà entre les collectivités de plus de 10 000 habitants et celles de moins de 10 000. Pour celles de plus de 10 000 habitants, c'est les mêmes dispositions pour le droit du travail et donc le secteur privé qui s'applique. C'est-à-dire qu'il faut un préavis qui amène d'une organisation syndicale représentative au niveau national et que le préavis soit envoyé 5 jours francs avant le début de la grève à l'autorité territoriale. Le problème donc se passe dans les communes de moins de 10 000 habitants, puisque là on ne parle pas des dispositions du droit du travail, mais de certaines qui ont été intégrées dans le Code général de la fonction publique à la suite donc de la loi de transformation de 2019. À savoir que c'est pas encadré déjà, que le préavis émanant d'une organisation syndicale
est obligatoire. Les agents peuvent se greffer dessus, entre guillemets, mais il n'y a pas de délai dans lequel l'autorité territoriale doit être informée pour accéder au droit de grève des agents. Il y a des possibilités quand même dans certains services. Alors, je les ai plus en tête, je vais les retrouver rapidement. Dans certains services, donc, où il y a forcément une continuité de service qui est nécessaire, il y a la possibilité pour l'autorité territoriale de mener des négociations avec des organisations syndicales pour fixer le minimum nécessaire d'agents et d'effectifs pour mener à bien la mission du service. C'est-à-dire qu'avec les organisations syndicales, une mairie pourrait dire, bon bah voilà, nous on a une crèche ou un EHPAD, même en temps de grève, il nous faut au moins tant de personnes pour encadrer tant d'enfants ou tant d'usagers. Et à partir de ce moment-là, régler les modalités justement de comment est-ce qu'on requiert la présence d'un agent ou d'un autre, etc., etc. Dans le cas où il n'y a pas de négociations qui ont été faites, ou si elles sont encore en cours, dans ces services-là, il y a quand même l'obligation pour les agents de déposer un préavis, enfin de prévenir en tout cas 48 heures avant, dont au moins un jour ouvré, l'autorité territoriale qu'ils ont l'intention de se déclarer grévistes. Alors c'est pas pour les embêter, c'est pas pour limiter le droit de grève, c'est tout simplement parce qu'il y a certains services où on peut comprendre que ne pas avoir un effectif suffisant et ne s'en rendre compte que le matin même, ça peut être très compliqué. Donc, par exemple, il y a la collecte et le traitement des déchets, le transport public de personnes, l'aide aux personnes âgées et handicapées, l'accueil des enfants de moins de 3 ans, l'accueil périscolaire et la restauration collective et scolaire. Donc, pour ces services-là, effectivement, il y aura une obligation de prévenir 48 heures en avance qu'on a l'intention de se déclarer gréviste. Voilà. Sur un petit tour rapide des questions qui nous ont été posées, quand un agent n'est pas présent et que c'est un jour de grève et qu'on le sait, on considère qu'il est gréviste, sauf à ce qu'il donne un justificatif qui prouve d'une autre raison d'absence. Voilà. Donc pour le droit de grève, c'est rapidement ce qu'il faut retenir. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou s'il y avait des... Il n'y a pas eu de questions à ce sujet pour le moment. Très bien. Pour le droit de grève, de toute façon, voilà, on a fait une petite information qui est encore consultable sur le site du centre de gestion, sur les petits slides sur l'écran d'accueil. Je pense que ça doit être encore dans les premiers et encore accessible. Ouais, bah, je vais le partager. Super. Je le remets dans le chat, comme ça, on y sera. L'exercice du droit de grève dans l'agence territoriale. Voilà. Il y a une question. Ah, oui, il y a une question. Alors, peut-il faire grève pour 1 heure de temps? Alors oui. Savoir que l'agent peut se déclarer gréviste juste pour 1 heure de temps. Si vous êtes dans un des services que j'ai mentionné tout à l'heure, vous avez quand même la possibilité d'imposer à l'agent de prendre par demi-journée ou par journée complète, d'appliquer son droit de grève pour une demi-journée ou journée complète, si vous pouvez prouver que ça pourrait déséquilibrer la bonne marge du service de le laisser faire grève que pour 1 heure. En ce qui concerne la retenue sur salaire, étant donné que c'est pour absence de service fait, il faut qu'elle soit directement proportionnelle au temps d'absence de l'agent. Donc, s'il s'absente qu'1 heure, il faut retenir donc pour un temps complet 1,151,67 d'heure sur sa rémunération mensuelle. Voilà. Quelle est la procédure pour mettre en place la délibération nécessaire à la continuité du service? Alors en fait, c'est pas la délibération survient après la négociation avec les organisations syndicales. Donc, en fait, il faut voir celles qui sont représentatives. Donc en général, pour vous, ça doit être celle auprès du CST et du centre de gestion. Voilà, je crois que c'est au moins 50% de toute façon des représentants qui sont là. Et puis c'est de voir avec eux selon quelle modalité, selon quel effectif, quel taux d'encadrement, dans quel service. Et puis une fois que c'est fait, de le soumettre au comité social territorial qui en théorie, devrait le valider, étant donné que vous avez eu au moins 50% des organisations syndicales qui ont participé à la négociation. Il y a une question au niveau de la rémunération. Si un agent participe à plusieurs jours de grève dans le mois, dois-je retirer les jours de grève sur le même mois de paie ou puis-je échelonner les jours en reportant sur le mois suivant? Alors, normalement, il n'y a pas d'échelonnement possible. On peut comprendre que à certaines dates, il y a des difficultés pour impacter la paye sur le même mois. Par exemple, une grève qui aurait lieu le 27 ou le 28 du mois, forcément, vous allez la répercuter sur la rémunération suivante. Donc ça peut être compris. Mais en théorie, voilà, c'est vraiment sur le mois pour lequel l'agent a une absence de service fait que doit être effectuée la retenue sur rémunération. Pour la partie rémunération, a-t-on des références juridiques?
Oui, bah alors la référence juridique, elle est de base sur, alors maintenant c'est le Code général de la fonction publique, je sais pas la référence exacte, mais c'était l'ancien article 20 de la loi de 83 qui dit simplement que l'agent a le droit à un traitement après service fait. Voilà. Donc à partir du moment où il n'est pas là sur une partie de son service, il n'a pas le droit au traitement qui est afférent justement au service qu'il n'a pas effectué. Et sinon, on a plusieurs circulaires aussi ministérielles et plusieurs jurisprudences qui s'appliquent concrètement au droit de grève pour justifier justement de ce que je viens de vous dire. L'accord doit-il être soumis à l'avis du CST? Logiquement, oui. Mais comme je disais tout à l'heure, bon, bah, voilà, c'est avec les organisations syndicales qu'on négocie et c'est auprès d'elles qu'on va représenter au CST. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés par rapport à ce sujet-là. Peut-on poser une récupération pour faire grève? Alors, vous pouvez poser un jour de congé annuel ou un RTT pour pas perdre de rémunération. Et puis, j'ai envie de dire, ce que vous faites pendant votre temps libre, ça vous concerne tant que vous êtes dans le cadre de la légalité, évidemment. Donc, si vous voulez aller dans le cortège un jour de congé, un jour de RTT ou même un jour non travaillé, vous avez le droit de le faire.